Bonjour, merci d'être là. J'espère que ce que nous allons vous raconter va vous intéresser et ne pas vous endormir. Je remercie très chaleureusement Karima, qui est une amie, d'avoir bien voulu et accepté de venir malgré toutes ses occupations. Actuellement, elle est très occupée. Elle vous dira comment elle est occupée actuellement. Je lui laisserai le soin d'en parler. Et elle a bien voulu se plier à cet exercice que nous parlions à deux de certains sujets qui nous tiennent à cœur. Elle, en tant que historienne, donc chercheuse, aixoise, pas que algérienne et pas que française, mais aixoise. Et moi, en tant qu'autrice, partant plutôt de l'écriture, de la fiction et de la poésie. Si tu veux bien, Karima, je te laisse te présenter et peut-être commencer par dire ce que tu fais actuellement. Pourquoi tu étais à Paris il y a quelques jours? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici. J'aime beaucoup ces formats. On sort un peu d'univers très spécialisé, un peu confidentiel, je dois dire, pour pouvoir partager un certain nombre de choses, notamment des travaux, des réflexions. Alors, comme on vient de le dire, moi je suis historienne. Je suis une historienne des sociétés maghrébines contemporaines, c'est-à-dire je travaille sur des thématiques très maghrébines, donc Maroc, Algérie, Tunisie, sur des questions de minorités religieuses. J'ai beaucoup travaillé sur le judaïsme maghrébin, sur le christianisme maghrébin, sur là tout récemment, je m'intéresse beaucoup aux conversions de musulmans aux églises néo-évangéliques. Il faut savoir que les églises néo-évangéliques sont très attirées par les pays musulmans parce que ce sont des terres de mission. Beaucoup travaillé sur les questions migratoires, les questions de mémoire coloniale, postcoloniale, enfin toutes ces choses-là. Et un travail d'historien, c'est un travail qui se fait à la fois sur de la documentation, sur des archives, mais quand on travaille sur du très contemporain, et ben un historien il fait du terrain, voilà, comme un sociologue, comme un anthropologue. Et aujourd'hui, en fait, on voudrait faire quelque chose. Alors oui, là, je viens de finir une exposition avec Benjamin Stora qui a été inaugurée il y a 2 jours au palais de la Porte Dorée, donc la Cité nationale de l'histoire de l'immigration à Paris, sur juifs, musulmans et la France de la période coloniale à aujourd'hui. On essaye de décrypter cette relation à trois de communautés religieuses et de la place de l'État français dans l'évolution des relations intercommunautaires. Voilà, c'est des choses qui doivent vous dire aujourd'hui beaucoup de choses, notamment la difficulté de l'islam à s'installer, à se placer, à s'installer dans le paysage politique et religieux français. Pourquoi c'est si difficile? Et en fait, on tire un peu le fil. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, on va se prêter à un exercice un peu atypique, en fait, qui est un jeu à 2 voix, d'une poétesse et d'une historienne, sur des questions qui nous tiennent à cœur, notamment les questions du genre, les questions des femmes, de l'autre côté de la Méditerranée, et de voir, d'essayer dans cet exercice à 2 voix, d'essayer de comprendre ce que la fiction, la poésie dit, dans la production créative, hein, enfin dans l'inventivité créatrice, ce qu'elle dit de la réalité ou ce qu'elle peut anticiper de la réalité, et comment une historienne, elle travaille sur ces questions-là, et pas du tout de la même façon, pas du tout avec le même type de matériaux, de documentation. Et en fait, comment ce jeu à 2 voix peut être aussi complémentaire. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans l'histoire où on est tellement rompu à des exigences méthodologiques, c'est comme ça qu'il faut faire attention, ces formes d'objectivité scientifique à tout prix. Et des fois, on a envie de faire un petit pas de côté et de voir comment on peut imaginer autre chose. On a une historienne qui fait ça très bien, en française, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Arlette Farge. Et Arlette Farge, s'il y a un livre que je vous conseille, mais vraiment, qui s'appelle Le bracelet de parchemin, et qui, elle,
travaille beaucoup sur les mouvements de foule, sur la politique, sur les mouvements contestataires au XVIIe et XVIIIe siècle en France. Et elle voulait travailler sur ce qu'on appelle les sans-voix, c'est-à-dire des gens qui apparaissent nulle part dans les archives. Ben oui, forcément. Et pourtant qui ont existé, qui ont été des acteurs historiques, etc. Et elle explique qu'à partir dans les archives, comment elle les traque dans les archives, ces gens en fait qu'on ne voit pas, qui sont totalement invisibles et silencieux, et comment elle va dans les archives récupérer de la matière, des fragments de documentation, des fragments de choses, et comment elle va reconstituer dans une forme d'imagination historique absolument incroyable une réalité qui a existé. Donc ça, c'est vraiment... Je suis très loin d'être Arlette Farge, bien évidemment, et d'avoir sa dextérité, en fait, dans le maniement des archives. Puis moi, je travaille pas du tout... Je travaille peu sur la France, je travaille sur la rive sud de la Méditerranée. Et sur des questions très contemporaines, comment mon propre imaginaire, ma propre sensibilité, ma propre expérience des choses, et puis ma vision d'historienne vient croiser en fait le travail de la poétesse, et des fois ça donne des choses très intéressantes en fait, vraiment. On va peut-être partir de ta matière, de ce beau livre Récits en fragments, où tu as essayé de faire des portraits de femmes, elle aussi très silencieuse pour le coup, parce que la poésie, ça permet de redonner aussi la vie, de la texture, et faire entendre des voix de femmes qui ont été invisibilisées pour des tas de raisons. Et quand on est dans des sociétés méditerranéennes comme les nôtres, les logiques patriarcales invisibilisent beaucoup les femmes. Et dans l'exercice que fait Souad, c'est assez extraordinaire parce qu'elle redonne vie en fait à des parcours de femmes, et qui sont toujours des parcours bien évidemment très 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 difficiles. Oui, merci Kalima d'être aussi élogieuse par rapport à mon travail. Donc Kalima vous parle de mon tout dernier mon opus qui s'intitule Glisser nu sur la rampe du temps. J'ai vu tout à l'heure qu'il était parmi les livres qui vous sont proposés en vente. Donc c'est tout petit. Donc déjà, alors pour ce livre, c'est quoi? C'est en fait cette histoire qui porte des titres de couleurs. Cette histoire, c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, et ces couleurs, elles ne sont pas prises au hasard. Chaque histoire porte un titre avec le nom d'une couleur dès le début. Donc blanche, bleue, verte, etc. C'est les couleurs en fait des fanions, des drapeaux des confréries des Gnawa. Alors les Gnawa, ce sont les héritiers musicaux de la tradition Gnawa. Ce sont on dit que c'est les anciens esclaves, donc les enfants des anciens esclaves ramenés par les musulmans en Afrique du Nord, qui en fait chantaient le soir quand ils se retrouvaient leur spleen, leur blues. Donc c'est du blues quelque part, mais c'est pas tout à fait du blues. Et donc cette tradition maintenant on l'appelle la Gnawa, parce que Gnawa en fait on dit qu'elle vient du mot Guinée, de la Guinée. Et donc la spécificité de ces chants, c'est que ces esclaves ne se comprenaient pas déjà, parce qu'ils n'ont pas été pris aux mêmes tribus, aux mêmes régions, donc ils parlaient des langues, des dialectes, des vernaculaires qui étaient différents. Donc ils se retrouvaient le soir, on va dire le soir, je ne sais pas quand. Là aussi, il y a une part de mythe, c'est sûr, ou de légende. Mais moi, ça m'intéresse parce que j'ai toujours été, d'abord moi, très intéressée par la musique de la Gnawa, des Gnawa, qui est une musique où il y a un maître, c'est le ma'allam, le maître de cérémonie joue
le gembri. Donc c'est un instrument avec une peau, avec 3 cordes, et c'est un instrument, comment on appelle ça, qui a des graves. C'est une vocalisation très... On est sur les sonorités graves. Et tous les autres, il n'y a que lui qui peut y jouer, et ça ne peut être qu'un homme, hein, bien sûr, pas de femme. Et il est accompagné de tous les autres qui jouent les espèces de cuillères, là. Et la cérémonie dure du coucher du soleil jusqu'au lever de soleil. Et à quoi sert cette cérémonie? À guérir les âmes en peine. C'est-à-dire souvent, jusqu'à maintenant au Maroc en particulier, où cette tradition est plus vivante que dans le reste de l'Afrique du Nord, les familles vont faire venir des confréries proches qu'on paye, bien sûr, et ces musiciens-là viennent, s'installent, et ils observent du coucher au soleil jusqu'au lever, jusqu'à l'aube. Ils vont observer tout un rituel de chant et de danse qui font que les gens, on peut très facilement rentrer en transe pour peu qu'on sache le faire et qu'on se lâche. Et moi, je comprends, par exemple, que les psychiatres chez nous, du Maghreb, demandent des fois à leurs patients s'ils y croient. S'ils croient que, par exemple, s'ils font une nuit de gnawa, enfin, ils ne disent pas nécessairement gnawa, mais est-ce que ça leur fait du bien? Et je peux le comprendre, parce que en fait, si on rentre en transe, il y a un moment où on n'en peut plus et on perd connaissance. Mais on est dans une fatigue après qui devient bénéfique pour le corps et probablement pour l'esprit, et pendant assez longtemps on est calmé. Donc c'est un peu une façon de guérir les gens, ou de remercier aussi qui on pourrait remercier parce que la personne est guérie de telle ou telle maladie. Ça peut être aussi pas seulement une maladie psychologique ou psychiatrique. Et donc je suis partie de ça pour glisser nue sur la rampe du temps, pour donner déjà des titres à ces histoires, parce que pendant la cérémonie, il y a un certain moment, il y a quelqu'un qui vient avec un drapeau, un fanion, et il va y avoir 7 couleurs, un à un. Et chaque couleur est une invitation à un des djinn, les jnoun, donc voilà, c'est les esprits, qu'on appelle pour qu'ils sortent grâce à cette musique. La musique, elle est fiévreuse, hein, donc c'est et c'est très compliqué de rester calme et de regarder, parce que c'est pas un spectacle qu'on regarde, on est partie prenante, tout le monde est dedans. On ne peut être que dedans, c'est pas possible de rester calme et de regarder. Et surtout si on a grandi dans cette tradition et ces rituels, on sait aussi, on s'attend, on sait que à un certain moment, il va y avoir telle et telle chanson. Parce que dans le rituel, on va appeler Lalla ou Sidi, un tel. En fait, on appelle les genoux pour qu'ils sortent et pour qu'ils libèrent les corps qu'ils ont pris. Et donc, je suis partie de cette... je ne le dis pas nécessairement de manière aussi claire. Je vous le dis à vous, maintenant, vous le savez, si vous lisez ce livre. Mais l'idée, c'était de donner en titre la couleur à ces femmes, ces personnages de femmes qui vont chacune régler une situation assez complexe. Elles vont se sortir d'affaires, seules ou aidées, dans une situation qui justement a été créée par le patriarcat de manière générale. Patriarcat, c'est un mot large, on peut mettre plein de choses dans le patriarcat, mais en tout cas dans leur histoire du moment. Donc, dans la première histoire, par exemple, et là, il faut que je vous raconte d'où m'est venue cette histoire. Donc, c'est l'aube. C'est pas encore l'aube, on est à peu près à 1 heure de l'aube. Ça se passe dans un hameau en Algérie. On ne le sait pas d'emblée, on finit par le savoir petit à petit, en avançant dans le récit, surtout en arrivant aux dernières lignes, aux derniers mots. Mais moi, je vous le résume. Ça se passe en 1942.
en Algérie, dans un hameau du côté de la région de Jijel, donc à l'est algérien. Et donc c'est un hameau qui est sur une colline, une montagne. Et donc dans le noir, une femme, qui peut être une quadragénaire, est en train d'attendre et de s'impatienter par rapport à une jeune fille. Elle la presse, elle lui dit, allez, dépêche-toi, le jour va arriver. Donc on comprend elles ne veulent pas être prises, elles ne veulent pas être découvertes dans ce qu'elles font. Et petit à petit, on découvre la misère dans laquelle elles sont, et tout se passe dans la descente. Donc comment elles descendent? En pleine nuit, au mois de novembre, en 1942, le sol est glissant, elles sont mal chaussées, elles sont mal habillées, pas suffisamment habillées. Et petit à petit, on va découvrir que celle qui ouvre la marche et qui stresse et presse l'autre est en fait la belle-mère, qui est aussi la tante, ce qui est quelque chose d'assez habituel, c'est pas quelque chose d'étonnant. Les mariages peuvent bien sûr avoir lieu dans la famille, on épouse le cousin, on épouse la cousine. Et donc petit à petit, on comprend que cette femme n'est pas particulièrement tendre avec sa bru, qui se trouve être sa nièce, et elle lui dit « presse-toi ». C'est difficile de descendre, et puis elles arrivent à un certain moment à un niveau où elles ne sont plus dans disons le sol friable et tout ça, elles sont sur la route. Et il n'y a pas très loin de là où elles sont, il y a une patrouille, il y a un barrage militaire. Et on sait qu'elles ne savent pas, elles savent que ce sont des Européens, mais elles ne savent pas trop quel genre d'Européens c'est. Elles savent que ce sont des militaires. L'élément le plus important, c'est que ce sont des hommes et des étrangers. Et ils parlent. Donc petit à petit, on comprend en fait que ce sont des Européens. Et qui connaît l'histoire de cette région, c'est qu'en 1942, l'Algérie était occupée depuis plus d'un siècle. Et en 1942, les Allemands étaient déjà sur les positions de la France au Maghreb. Donc, je voulais, petit à petit, je commence dans cette histoire qui est assez courte, mais elle est très saccadée. C'est-à-dire, je fais partir le lecteur derrière ces deux femmes, et l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'elles sont, pourquoi elles courent et de quoi elles ont peur. Et elles arrivent à un certain moment à l'Oued, le cours d'eau, la rivière. Et là, juste avant d'arriver, on comprend que la belle-mère a un nouveau-né sur le dos. Vous savez comment on les mettait. Donc, c'est des paysannes. Et elle va le détacher et elle dit à sa bru, allez, prends-la, c'est à toi de le faire. Et donc, en fait, la misère fait que on doit choisir entre deux jumeaux nouveau-nés, un garçon et une fille, quand c'est la misère, parce qu'il n'y a pas d'hommes dans la maison, les hommes sont partis libérer l'Europe, puisqu'ils n'avaient pas le choix, les Algériens ont été emmenés comme d'autres Africains. Donc il n'y a plus d'hommes, et c'est la misère, et il n'y a pas assez de lait chez cette jeune femme, et donc il faut faire le choix entre le garçon et la fille, et donc la fille, c'est celle qu'on va noyer dans la rivière. Et pourquoi j'ai écrit cette histoire? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui raconte, je ne suis pas dans des discours victimaires. Moi, tout ce que j'écris en poésie ou en récit, quand c'est narratif, ce que j'essaye de faire passer, c'est la possibilité de se relever, de refuser, de partir, de faire en sorte que la vie advienne, mais sans être sous la botte de quoi que ce soit, ni des traditions, ni d'un dogme, ni de la religion, ni d'un régime. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui anime chez moi le besoin d'écrire. Et donc ce qui va se passer, c'est que cette jeune femme qui ne peut pas faire autrement,
que d'obéir. Donc il y a le moment où elle donne la petite à l'oued, et là elle se révolte. Elle reprend sa fille et elle la met contre son sein. Elle a eu une montée de lait, et là elle fait un double choix. C'est de refuser de se laisser faire, de donner l'enfant à la rivière, de la tuer, et elle lui donne le lait. Elle ne va pas attendre d'être remontée pour que le lait soit au garçon et pas à la fille. Donc elle fait tous ces choix-là, en sachant qu'elle peut vivre des violences avec sa tante qui est aussi sa belle-mère, et elle va remonter en courant. Et donc là, on a eu une descente. Donc c'est ça, mon travail à moi, c'est de faire la descente pour aller vers la mort, et ensuite c'est pour revenir, sortir du puits, il faut remonter et recourir dans ce chemin qui est étroit, et c'est l'aube. Et elle va passer devant la ville européenne, et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'une fois qu'elle aura passé cette ville européenne, qu'elle sera montée dans le hameau qui est sur une montagne, ce lieu-là va être attaqué par l'aviation britannique qui vient au secours de la France. Donc d'où me vient cette idée? Elle me vient, c'est que moi je suis partie de vouloir parler de ce qui s'est passé en 1942 en Algérie, de trouver des histoires, parce que c'est l'année de naissance de ma mère. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu arriver en 1942? Donc je vais passer du temps sur Internet, et je mets Algérie 42, des mots comme ça, et je tombe sur des blogs et des sites pieds noirs où on parlait, où plusieurs personnes parlaient de cet événement, le 17 novembre ou le 11 novembre, je ne sais plus, bombardement de l'aviation britannique sur des positions allemandes, des Allemands qui occupent les Français, qui eux occupent l'Algérie et les Algériens. Et je passe un temps fou à fouiller à la recherche d'un seul nom algérien, et je n'en trouve aucun. Et là, je me suis dit, c'est à moi de le faire. Avec mon imagination, certes, c'est romancé, certes. Mais l'histoire que je raconte, c'est aussi une histoire qui m'a marquée quand j'étais enfant. Moi je suis une citadine, je suis née, j'ai grandi à Alger centre-ville. Voilà, j'ai toujours vu, j'ai mis beaucoup de temps avant de connaître la campagne, la montagne, etc. Donc moi je suis née dans une ville, la ville haussmannienne qu'est Alger, c'est-à-dire magnifique, mais avec des Algériens à l'intérieur. Moi je n'ai pas connu la colonisation. Et ma voisine kabyle, qui parlait très mal l'arabe, avec un accent qui faisait que moi enfant, je trouvais cet accent et ces difficultés de s'exprimer en arabe drôles, donc moi je me moquais d'elle, comme d'autres, ces enfants. Sa fille, qui est née en 62, me dit, c'était une copine de jeu, elle me dit, Souad, tu sais, en rigolant, et ça fait rire la mère, donc les deux rient. Et elle me dit, tu sais, quand je suis née, ma mère, elle a essayé de me noyer dans la rivière. Ça a été, voilà, c'était un pied dans le féminisme, peut-être que j'avais, je sais pas, 8-9 ans, et je ne comprends pas. Je lui dis, comment ça, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, non. Donc là, je comprends, en fait, cette voisine que j'appréciais, qui était très affectueuse, que j'aimais beaucoup, elle me dit, c'était mon 4e enfant, la guerre venait de finir, ou elle était sur le point de finir, 7 ans et demi d'une guerre effroyable. Avant la guerre, l'Algérie était dans la misère des suites de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Les Algériens peut-être plus que les Européens. Et voilà, donc elle fait ce choix-là. Sauf que, à la dernière minute, elle a changé d'avis. Et c'est comme ça, ma chère Karima, toi qui es historienne, que moi, pour pouvoir travailler sur cette matière-là historique, je vais faire
ma cuisine, avec mes épices. Avec ce qui est focalisé, bien sûr, c'est pas nécessairement de coller à l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est d'évoquer des points importants qui sont la petite histoire, l'insignifiant dans la grande histoire. L'insignifiant, c'est cette petite fille qui a été sauvée par une mère qui a eu le courage de s'opposer à la puissance, à la surpuissance de sa belle-mère. Et ça, c'est une histoire de patriarcat universel. Et elles sont dans cette histoire du pays, dans la misère, d'être colonisées, et pas n'importe quelle colonisée, peut-être pas celle des villes, mais à un endroit où il n'y a pas grand-chose. Mais avec des hommes qui sont partis, parce qu'il n'y a plus d'hommes à la maison. Donc je me suis dit, c'est au lecteur de comprendre que les aînés des garçons, des hommes, ont probablement servi pendant la Première Guerre en Europe, et le mari de la jeune femme, donc le papa des jumeaux, est parti de nouveau pour être un des sauveurs de l'Europe. Ceux qu'on n'a pas d'ailleurs, que De Gaulle avait demandé à ce qu'on ne les montre pas le jour du défilé à Paris, le mai 45. Voilà, on ne montre pas les non-blancs, on ne montre pas les Africains, qu'ils soient café au lait ou noirs. Donc c'est un peu comme ça que je fais, mais avec quelque chose qui est le plus important dans tout ce que je raconte, c'est le plaisir d'écrire, qui j'espère, devient le plaisir de lire. Et le plaisir d'écrire, c'est la précision et la concision chez moi. C'est de ne pas m'étaler. Autant je peux oralement être très bavarde et être large dans mes explications, autant dans l'écriture, je suis quelqu'un qui écrit et qui efface, qui écrit et qui efface. Je passe des heures à écrire un paragraphe et je le relis 100 fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'os, qui est vraiment juste la moelle, avec très très peu de lexique, avec très très peu, mais juste des détails qui, normalement, sont suffisants pour comprendre le contexte et de comprendre le ressenti des personnages dont je parle. Oui, alors le texte de Sorette, il est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il renvoie à ce que Foucault a appelé le feuilletage des réalités. C'est-à-dire comment, à partir de cette histoire-là, on peut avoir accès à différents niveaux de réalité, à différentes échelles aussi, de ce qu'on voit ou de ce qu'on ne voit pas. À partir de ce bombardement, d'ailleurs très peu connu, parce que c'est pas ce qu'on garde en fait dans l'histoire de la colonisation algérienne. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu les forces allemandes qui ont occupé une partie du nord de l'Afrique et que les forces alliées sont venues en secours à l'armée française et qu'il y a eu ce bombardement donc de cette base allemande qui était là, qui était une base éphémère, elle n'était pas là depuis longtemps. Et tout ce que ce contexte évoque en fait de ce coin de Gigel qui est vraiment au nord-est de l'Algérie, une région absolument magnifique, mais en fait qui n'a pas été tant colonisée que ça, parce que ça n'a pas été un espace d'exploitation, de colonisation. D'ailleurs, en ce moment, on voit, c'est le 60aire de l'indépendance de l'Algérie, il y a eu énormément de documentaires. Je renvoie au documentaire en 5 épisodes de Raphaël Lovansky et Raphaël Branche, une historienne. Mais on montre la réalité de la colonisation algérienne, de la colonisation française en Algérie, et les images sont extrêmement fortes, extrêmement brutales, très très choquantes. C'est-à-dire que la vision d'une Algérie exploitée, colonisée, développée, modernisée, c'était des espaces extrêmement circonscrits et que tout le reste, dès qu'on sortait d'une unité urbaine ou un peu littorale, c'était la misère la plus totale. Et cette histoire-là, pour moi, en fait, elle est formidable parce que d'abord, cet événement-là, cette histoire coloniale, cet espace-là,
On entrevoit la société coloniale extrêmement compartimentée, le village européen et puis le hameau indigène, voilà, dans lequel on ne met pas les pieds. On perçoit tout cela. Et puis, ce qui est quand même l'autre feuilletage le plus intime, je dirais, le plus fort, c'est l'accès à la réalité de ces femmes-là. Et alors ces femmes-là, elles cumulent toutes les formes, je dirais, de domination, mais il y a de la domination entre elles aussi, parce que les femmes, elles se font pas de cadeaux. Et le patriarcat, il est extraordinaire pour ça, c'est-à-dire qu'il a trouvé dans les femmes des relais de pouvoir, parce que c'est quelque chose qui est complètement intégré. La question de la surpuissance masculine, elle est complètement intégrée chez les femmes, et les femmes transmettent ça très bien, surtout quand les femmes quand c'est sur leur fille ou leur belle-fille. Bon, ça c'est un grand classique. Il y a ce très beau livre d'une anthropologue Camille Lacoste du Jardin qui a beaucoup travaillé sur la Kabylie et qui a écrit ce très beau livre qui s'appelle Des mères contre des femmes. Alors surtout quand on est une femme et quand on est une mère et quand on est une mère de garçon et que quand le garçon se marie et le rapport qu'on peut avoir de domination sur la belle-fille, même quand la belle-fille peut être sa nièce, comme celle-ci, peut être. La question de la proximité, elle est absolument pas importante. Ce qui est important, c'est le rapport d'autorité qu'on peut avoir là-dessus. Et là, on a ça. On a cette réalité très très forte de ces femmes qui partent quelque part et en fait de ce qui se joue entre elles. Et que bien évidemment, cet enjeu formidable qui est quand même la disparition de cet enfant nouveau-né, qui est une nouvelle-née d'ailleurs. Une nouvelle-née, on ne le dit pas beaucoup sur une nouvelle-née. Moi je dis nouvelle-née. Hein. Une nouvelle-née. Pourquoi pas? Voilà. Et donc on est dans ce jeu d'échelle absolument extraordinaire, où on se prend tout dans la figure en fait, finalement. Et moi, ce récit, il m'a énormément touchée parce que ça me renvoie aussi à des souvenirs de toute petite enfance ou des souvenirs de ce qu'on peut nous raconter dans la famille, être véritablement de la condition des femmes, de ce à quoi elles sont destinées, de la programmation, du conditionnement au tout départ, hein, voilà. Et des histoires aussi, mais très très lointaines, que ma mère me racontait, d'enfants, de très très jeunes filles, de morts soudaines, de morts subites. Et les morts soudaines et les morts subites, elles m'ont toujours beaucoup travaillé, parce que en tant qu'historienne par la suite, moi j'ai beaucoup fait de l'histoire orale, travaillé sur les traditions orales, etc. Et je découvre aussi dans ces sociétés patriarcales, et d'ailleurs on a exactement la même chose dans les sociétés patriarcales du nord de la Méditerranée ou dans d'autres régions du monde, cette histoire de mort subite, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours questionnée. Et en fait, très souvent elles sont liées à des histoires d'inceste et des histoires de violences sexuelles, et que les très jeunes femmes ou les très jeunes filles, ou parfois les petites filles, peuvent mourir subitement, tout simplement parce que comme elles ont eu à subir des violences sexuelles, elles sont tombées enceintes, et que quand on découvre cette grossesse, c'est tellement terrible pour le micro-organisme, le microcosme que constitue la famille ou le groupe villageois, eh bien, on va se défaire de la preuve de la violence sexuelle en faisant disparaître la victime. Donc c'est quelque chose, quand j'ai fait le lien par la suite, parce que j'ai eu la possibilité de faire ce travail de tricotage, et de s'apercevoir que cette mort soudaine, c'est quelque chose qui est absolument terrible, et lié à des violences encore plus terribles. Et j'ai eu à raccrocher à d'autres choses, par exemple. Je me suis toujours posé la question, pourquoi dans des sociétés très traditionnelles, on n'a pas d'enfants handicapés. Les enfants handicapés, on ne les voit pas, il n'y en a pas, en fait.
n'y a pas de trisomique, il n'y a pas... Et en fait, c'est une très vieille sage-femme qui m'a raconté que, bien évidemment, on ne les laissait pas vivre. C'est-à-dire que si on voit un enfant trisomique, surtout si la trisomie, elle se voit, qu'elle est très très visible, il n'est pas question que l'enfant survive. Parce que ce sont des sociétés très âpres, très dures, très très violentes. Où déjà, quand on est à peu près en bonne santé, on a du mal à tenir la route. A fortiori, quand on a un enfant qui arrive fragile dans la vie, et où il faut que ce soit le groupe qui soit au service de cet enfant-là pour l'aider à vivre. Donc c'est des choses comme ça. Ces questions-là de mort subite, violente, d'enfants fragiles, qui on va accélérer, dont on va accélérer la fin très très rapide, c'est vraiment à remettre et à reconfigurer dans des sociétés qui sont très dures, très âpres, où la vie est très dure, et où en fait, où les victimes, alors un enfant qui naît handicapé, il n'a pas demandé, une enfant très très jeune, une très jeune fille qui subit des violences sexuelles et des viols, elle n'a rien demandé, voilà. Et en fait, ce sont les victimes qui sont les premières touchées. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la question de l'empathie, la question de la bienveillance ou de la protection. Et en fait, quand on est dans des sociétés comme ça, la question de la protection, de l'accompagnement ou de la violence, c'est du luxe en fait, réellement. Et cette femme qui décide qu'elle a eu des jumeaux, un garçon et une fille, et que c'est la fille qui partira parce que le garçon, il y a une valeur ajoutée, parce que c'est celui qui va travailler, qui va s'occuper de ses parents, etc. Mais c'est des choses qu'on a tout le temps entendues et qu'on entend dans toute la rive de la Méditerranée, dans tout le pourtour. C'est un super grand classique. Hein. Mais oui, bien sûr. Et ne parlons pas. Alors là, on touche à autre chose. Alors vraiment, les sociétés indiennes comme ça, on touche. C'est des choses qui sont très très fortes et qui se transmettent vraiment. Mais jusqu'à présent, voilà, quand une jeune femme elle n'a que des filles, tu n'as pas le petit garçon, le petit frère pour voilà, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et que cette femme décide, non, cet enfant va vivre parce que c'est la mienne. Alors l'histoire mais ne donne pas tout à ton enfant, tiens, le petit garçon, il faut que lui donner le plus de lait et tout. Pour ça aussi, c'est vraiment. Et cette histoire de la rébellion, en fait, des éléments les plus fragiles, en fait, les segments les plus fragiles du groupe ou de la famille ou du village, ça c'est toujours quelque chose qui est fascinant aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide, non. Et ça aussi, c'est quelque chose, quand on fait de l'histoire sociale ou de l'histoire, ce qu'on appelle de la micro-histoire, c'est-à-dire on va traquer en fait le parcours de quelqu'un dont on arrive à capter. On sait qu'il a existé, on a quelques éléments de son existence, de sa vie, de ses actes, etc. Et on va essayer de le retrouver par plein d'autres possibilités. Alors des fois on tombe sur des gens. Alors souvent quand il est resté, quand il est resté dans la mémoire, en fait, ou quand on le retrouve dans des fragments d'archives, c'est qu'il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire qui a fait que, voilà, et qu'on. Alors déjà pour un homme c'est difficile et pour les femmes c'est encore plus difficile parce que ce dont on parlait tout à l'heure, cette forme d'invisibilisation des sans-voix, les femmes quand elles sortent de l'anonymat de l'histoire ou des douves de l'histoire, c'est souvent parce qu'elles ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Alors soit elles ont été, soit elles sont issues d'une famille très puissante. Par exemple en Algérie, en Kabylie, on a une très grande résistante, une très grande rebelle, Fatma Sommer, et qui a résisté aux troupes coloniales en 1857. En fait, quand on imagine la Kabylie montagneuse, une femme résister aux troupes coloniales, c'est juste impossible à imaginer. Elle l'a fait, mais elle l'a fait parce qu'elle vient d'un milieu confrérique ultra puissant, qu'elle-même a été éduquée, elle a été le grand amour de son père, qui l'a beaucoup protégée et qu'elle a pris les armes à la main, en fait. Réellement, son frère a été emprisonné. Et c'est elle qui a remplacé le frère au combat.
et elle a tenu tête. Donc, celle-là, on la repère. On la repère parce qu'elle est restée dans la mémoire collective, bien évidemment, comme la grande résistante. Et d'ailleurs, elle a eu une fin terrible parce que son frère est mort en détention et elle est morte de chagrin. Elle n'a pas supporté la mort du frère. Là aussi, il y a des choses qui sont assez fascinantes aussi. Donc celle-ci, on la garde en tête parce qu'on sait. Mais pour une qui est restée dans la mémoire collective ou dans les archives, parce qu'on la retrouve dans les archives aux ANOM ici, aux archives nationales d'outre-mer, hein, où toutes les archives coloniales sont là. On a des dossiers, on a des choses sur Fatma Nsouma. Pour une qui a émergé, imaginons toutes ceux et celles dont on a complètement effacé la mémoire. Et quand on peut récupérer un peu de texture, de consistance, et on peut les remettre un peu, leur redonner cette existence-là, cette vie-là, quand on fait une histoire très très sociale, une histoire des pratiques quotidiennes, quand on travaille sur les questions de santé, quand on travaille sur les questions de l'alimentation, quand on travaille sur la pharmacopée, en fait, toutes ces petites choses-là, ces entrées qui nous permettent, en fait, de reconstituer des trajectoires de vie, des trajectoires d'existence, des façons de faire, et qui nous permettent, pour le coup, de rentrer dans cette intimité profonde d'existence, comme Souhaïd l'a fait avec cette femme qui décide... cet enfant, je la garde, je vais la nourrir et je rentre en rébellion contre une belle-mère. Et je peux vous assurer que dans ces milieux patriarcaux, rentrer en rébellion contre une belle-mère, c'est l'enfer assuré. C'est véritablement l'enfer assuré parce que la mère, elle est toute puissante, non seulement sur sa belle-fille, mais sur son fils. Sur son fils, elle a droit... C'est la mère qui dicte, d'ailleurs c'est la mère qui marie le fils, c'est elle qui lui choisit sa femme. Et si la femme ne lui plaît pas, elle demande à son fils de la répudier. Ça, c'est des choses qu'on a connues, qu'on a vues beaucoup. Enfin, moi, il n'y a pas longtemps encore. Et ça perdure longtemps, cette espèce d'ultra-puissance maternelle sur le fils dans les sociétés patriarcales. C'est juste un peu flippant aujourd'hui, on dirait, évidemment, bien sûr. Mais moi, j'ai des souvenirs toutes petites d'un cousin âgé de ma mère qui a été un de ceux qui a pris l'indépendance des promotions sociales formidables grâce à la massification de l'université, l'éducation, etc. Tout ce que la France n'a pas fait pour le peuple algérien en termes d'éducation, évidemment, on arrive, il faut rattraper le temps. Il a été très tôt ingénieur en pétrochimie, en fait, véritablement. Et bien, c'est sa mère qui l'a marié, bien évidemment. Comme il se targuait d'être moderne, parce que bien évidemment il est sorti de cette longue nuit coloniale et qu'il est un de ces promoteurs de la modernité indépendante, bien évidemment, donc il se targuait de modernité, il voulait partir en voyage de noces. Jamais voyage de noces, enfin, vraiment. Et sa mère, elle n'a pas compris, et il est parti en voyage de noces avec sa femme et sa mère. Et quand j'ai des souvenirs encore, les adultes, en disant mais écoute, ça se fait pas, enfin vraiment, bon, d'abord déjà ça se fait pas, tu vas dépenser de l'argent, c'est n'importe quoi et tu veux ressembler à des Français et tout, bon déjà il y avait ça, mais il était un peu rebelle à sa façon, voilà, pas assez évidemment, pas assez rebelle, et donc il a emmené sa femme et sa mère en voyage de noces en Espagne, je me souviens à l'époque, et il a eu cet argument extraordinaire dont je me souviens encore. Il dit, mais comment ça je vais emmener une étrangère, donc pour parler de sa femme, hein, donc une étrangère, je l'emmène en Espagne et je n'emmène pas celle qui m'a élevée, qui m'a éduquée, qui m'a protégée, qui m'a accompagnée, etc. Donc c'est évident, la toute surpuissance en fait du patriarcat donne en fait ces réalités-là. Et voilà, pour revenir toujours à cette question de feuilletage de la réalité historique et sociale, moi c'est toujours quelque chose qui m'a... c'est toujours un de mes grands dadas en fait. Et je reviens à Arlette Farge, dans le bracelet de parchemin,
elle disait que ce qui l'avait toujours fasciné, elle avait beaucoup travaillé en fait sur les abandons d'enfants dans le Paris du XVIIIe siècle, beaucoup. Et dans les archives, en fait, on retrouve les fragments de ces abandons, de cette réalité de l'abandon de l'enfant, en fait, parce que très souvent, d'où le titre de son livre, quand une femme abandonnait son enfant, souvent dans un couvent, etc., en fait, il y avait toujours un petit bracelet en coton ou en papier, en parchemin, où il y avait au moins le nom de baptême. Voilà, ça c'était quelque chose voilà, qu'on retrouvait. Et en fait, il y avait toujours des enquêtes de police, parce qu'on est dans un État très organisé, une monarchie absolutive, certes, mais hyper organisée. Et le constat d'un abandon d'enfant s'accompagnait toujours d'une enquête policière, tout le temps. Et donc, il y a des rapports de police et on récupérait le bracelet de parchemin et on mettait ça dans le dossier, en fait, de l'enquête. Et elle disait toujours cette chose jolie, elle disait à chaque fois que je vais dans une maternité pour l'arrivée d'un enfant et que je voyais ce petit bracelet en plastique avec le nom de l'enfant, c'est toujours quelque chose de bouleversant parce que ça renvoie à une réalité de l'enfant des siècles auparavant qui n'est absolument pas celle d'aujourd'hui, comment on accueille un nouveau-né, comment en fait, voilà, toutes ces choses-là. Et ce jeu dans le temps... pour un historien, c'est juste fascinant parce que en fait, ça nous dote d'outils de compréhension qui sont évidemment mobilisés pour la période que l'on étudie, mais en fait que l'on retrouve dans notre actualité de notre temps présent. Et ça, c'est toujours très, très intéressant. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue de la sorte ou vous souhaitez déjà intervenir avant que nous avancions? Il est 20h, hein? Oui, quand même. Enfin, moins 10. On peut continuer comme ça avec Karima ou on peut continuer après s'il y a une intervention, une question, quelque chose qui n'est pas clair ou un rajout. Pardon? C'est gentil. Oui, merci. Oui, pour continuer sur cette idée de comment je vais pas m'étaler sur l'écriture de la poésie parce que les petits textes comme je les écris, moi, mes poèmes qui essayent, qui se rapprochent vraiment du haïku, c'est pas le haïku, mais c'est souvent aussi des textes qui sont à leur façon narratifs. De même que quand j'écris des textes narratifs, il y a de la poésie. Donc j'ai cet aller-retour et ce besoin de rester entre la poésie quand je suis dans la narration. Merci. Donc quand je suis dans la narration, j'ai besoin de l'exprimer avec de la poésie, c'est-à-dire avec des images. Les images pour moi sont importantes et les images qui peuvent être tout à fait, qui sont vraiment du quotidien. Hein. Je ne vais pas chercher des choses incompréhensibles ou je peux le faire, mais je pense, je l'ai fait. Mais ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est d'être dans une matière du quotidien qui soit vraiment de la matière pour passer de cette matière à l'image. Comment j'en fais des images et comment j'en arrive à ce qui me semble être de la poésie, et ce qu'on reçoit comme étant de la poésie. Donc, pour donner par exemple aussi une autre trajectoire, c'est celle de l'écriture de mon roman qui s'intitule « J'aurais voulu être un escargot ». Donc, dans « J'aurais voulu être un escargot », il y a une écriture sur tout le texte qui ne ressemble pas à l'écriture du premier chapitre. Le premier chapitre, je l'ai voulu dans la légende. Donc, j'ai essayé de passer par les voies de la légende. Et pour que ça ait l'air d'une légende, il y a un langage,
il y a une structure de mots, il y a des mots, un lexique, mais il y a aussi la légende que j'ai voulu créer parce que je voulais que ce soit comme une espèce de colonne vertébrale du récit. Le récit qui n'est pas, on passe d'un chapitre à l'autre et on pourrait faire comme dans le roman La Marelle, passer d'un chapitre à l'autre, ça ne perturbe pas la compréhension de ce qui se passe de l'histoire. Et le premier chapitre, j'ai créé une légende pour pouvoir créer un pays, un espace qui ne soit ni l'Algérie ni la Tunisie. Je suis née, j'ai grandi, j'ai fait mes études en Algérie, à Alger. Et ensuite, dans les années 90, début des années 90, juste avant le début de ce qu'on allait appeler la décennie noire, je suis allée vivre en Tunisie et je suis devenue tunisienne au bout du compte. Et parce que mon imaginaire est fait de tous ces éléments biographiques, la réalité ne m'intéresse que si je peux la transformer. Donc je ne fais pas un travail, moi je suis très loin, j'aurais jamais pu devenir historienne, ça ne m'intéresse vraiment pas, parce que ça ne m'intéresse pas de coller à la réalité je la trouve éprouvante et ennuyeuse. Mais l'imaginaire, oui, là quand je suis dans l'imaginaire, y compris l'imaginaire pour créer des images de la poésie, ça pour moi, ça c'est la vie, c'est ça qui moi me booste. Donc je crée une légende avec une figure qui est Lalla Noubia. Lalla, c'est dame. Dame Noubia. Noubia, ça veut dire qui vient de la Nubie, en fait, parce que je l'imaginais noire. Lalla Noubia, c'est une femme qui a aidé ses deux cousines, parce que c'est le peuple, on va dire que c'est le peuple de Noé, qui s'est établi au bord d'une mer et qui est resté toujours proche de l'arche, de peur que, de nouveau, il y ait un déluge et qu'il faille quitter cette terre. Et bien sûr, ce peuple crée ces règlements sans demander l'avis des femmes, comme d'habitude. Donc, les femmes, souvent, les hommes partent en mer pour pêcher, et parfois ils ne reviennent pas. Et quand ils ne reviennent pas, si la femme n'a que des filles, on veut bien la laisser partir, parce que c'est la famille dans le sens de, c'est pas la famille nucléaire, mais c'est la famille élargie, au sens élargi, où on vit avec les grands-parents et les arrière-grands-parents. Et les femmes dans cette société-là ne peuvent pas refuser d'épouser leur beau-frère. S'il y a un beau-frère qui peut les épouser, on ne va pas les laisser partir de la famille du défunt. Et donc Lalla Noubia, à qui c'est arrivé? Parce que je ne voulais pas que ce soit juste de la théorie. Elle, ça lui est arrivé, elle a perdu son homme en mer, et elle a dû épouser son beau-frère. Parce qu'elle avait des garçons, pas parce que elle peut avoir des filles, mais comme il y a des garçons, donc il faut qu'on les garde avec la terre qui va leur revenir plus tard. Et bien sûr, pour elle, c'est insupportable de vivre avec un beau-frère, c'est comme si elle était dans l'inceste. Et elle va conseiller ses deux cousines qui viennent de perdre leurs hommes. Les hommes sont morts en mer, et elle va leur dire, faites attention, on va vous obliger à épouser vos beaux-frères. Et moi, je vous le dis, c'est un enfer. Et moi, je pense je peux vous accompagner auprès du conseil de la tribu pour dire que non, ça ne va pas se passer comme ça. Bien sûr, les hommes de la tribu sont horrifiés. Comment? Rébellion, 3 femmes, mais qu'est-ce qui vous prend? Bon, on refuse. Et donc, elles n'ont pas d'autre choix que de quitter les leurs. Et elles vont partir avec leurs enfants, les chèvres, etc., par une nuit, et elles vont traverser le désert jusqu'à ce qu'elles arrivent dans un hameau abandonné, et là, elles vont établir une nouvelle société.
C'est un peu en fait mon matriarcat que j'ai créé entre l'Algérie et la Tunisie. Je ne voulais pas que cette histoire se passe en Algérie ou en Tunisie, mais dans les deux pays. Et pour cela, j'ai laissé le personnage de Lalla Noubia créer ce pays-là. Et elle va l'appeler Toun Jez. Toun, Tunisie, Jez, donc Toun, Tunis, Tunisie, Jez, c'est Jazaïr, Algérie. Donc, et voilà, j'ai fait ce que nos politiques n'ont pas réussi à faire avec leur grande idée du Grand Maghreb. Et donc, ces femmes vont s'établir, et elles vont établir des règles sociales qui sont plus équitables, plus justes, où on n'oblige pas les femmes à faire des choses comme ça. Et bien sûr, il y a une histoire de musique, etc. Donc, comment on m'est venu, c'est pour revenir à l'histoire. D'où me vient ce personnage de Lalla Noubia? Avec son audace, avec le fait qu'elle soit musicienne, c'est que elle est donc ça s'est passé dans les temps anciens. Hein. Donc, et l'idée, c'est que ce pays qui a été créé dans les temps anciens par 3 femmes et qui était parti pour être juste, va devenir le Maghreb qu'on connaît maintenant, avec ses règlements qu'on connaît maintenant et avec son histoire. Et donc, Lalla Noubia, elle m'a été inspirée par 3 personnages de femmes, dont une est vivante. Donc, il y a la reine Didon, donc la légende dit que il y a longtemps, du temps des Puniques, une femme est partie avec son petit peuple sur un navire et est arrivée, elle a accosté sur Carthage, là où actuellement on appelle ça les ports puniques. Et donc cette reine, en arrivant, elle demande, dans la légende, elle demande au roi de cette contrée de bien vouloir la laisser vivre avec son peuple, lui donner une petite terre. Donc ce roi, se croyant malin, lui donne une peau de taureau et il lui dit, voilà, tu peux rester avec ton peuple et vous ne pouvez pas dépasser cette peau. Et la légende dit qu'elle est intelligente, la reine Didon, elle découpe en morceaux cette peau et elle va l'étaler pour prendre la surface dont elle a besoin. Donc voilà, ça c'est la légende. Donc elle m'a inspiré le personnage de Lalla Noubia, Dame Noubia, et il y a un autre personnage du 9e siècle en Tunisie, c'est une des femmes saintes, des marabouts, et c'est quasiment, à ma connaissance, c'est la seule femme sainte à avoir droit à 2 lieux, donc 2 zawiyas, 2 marabouts en Tunisie. Et c'est Lalla Manoubia. Et donc, moi, j'ai été fascinée, comme j'ai vécu en Tunisie, que je voyais que les gens, dans la culture populaire, cette figure tutélaire, cette figure de cette femme sainte qui était érudite, qui était généreuse, qui était une poétesse, qui était libre, qui était très libre, qui était peut-être aussi un peu folle, parce qu'on dit qu'elle marchait pieds nus dans la rue, etc. Je me suis dit, donc c'est de là un peu qu'au lieu de prendre en Noubia, j'ai pris que Noubia, avec le clin d'œil à la Nubie. Et le 3e personnage, c'est Hasna al-Beshariya, c'est une chanteuse. On vient d'ailleurs, une jeune Algérienne vivant au Québec, vient de sortir un film sur elle, ça s'appelle La Roqueuse du désert. S'il sort à Aix-en-Provence, allez le voir, parce que cette femme est fascinante. Donc elle est très aimée en Algérie. Elle vient de Béchar, donc de cette partie d'Algérie qui est où les gens sont généralement plus foncés, plus noirs. Et cette femme est la fille d'un ma'allem comme des Gnawa, et elle a appris en cachette, en le voyant jouer du gambri, elle a appris à jouer du gambri comme lui. Et donc c'est la première femme du monde des Gnawa. C'est la première femme et elle est algérienne. Et elle est vivante. Et elle est très sympathique. Quand elle est sur scène, elle a le crâne rasé et en même temps, elle a elle est habillée comme... elle n'a pas l'air d'une roqueuse, elle est assez enveloppée. Elle doit avoir 65 ans par là actuellement. Et elle est très audacieuse, très sympathique. Quand elle monte sur scène, on est impressionné de sa façon de chanter, d'écrire de la musique et des chansons et de se tenir sur scène.
Et c'est de ces 3 femmes, dont 2 appartiennent à des légendes et une qui est encore vivante, j'ai créé un personnage qui est lié à ces 2 terres que je connais, l'Algérie et la Tunisie, pour essayer de leur faire créer une société plus juste, qui est basée peut-être un peu sur des règles, c'est quand même matriarcat, mais qui après arrive aux dérives, parce que ça c'est le premier chapitre, et après on rentre dans l'histoire du maintenant, de la narratrice qui parle de ce qui se passe dans son pays, qui est tentée par l'islamisme, par le vent chaud de on est conservateur, mais il y a encore pire que d'être conservateur, c'est de trouver un bon dogme qui va bien nous enfoncer. Donc voilà, on est bien dedans dans la mélasse. Et cette fillette qui est en train de changer de corps, qui est en train de devenir pubère, se dit mais quelle horreur de devenir une femme. Et voilà, et donc elle va raconter à sa tante qui a quitté le pays, elle va lui poser la question, elle va lui dire fallait pas partir. Parce que là, je rejoins la réalité, parce que je viens d'une lignée de femmes comme ça, où pour se libérer, on a dû partir. Et où mes nièces, moi j'ai vu ma tante partir, c'est un peu moi qui raconte cette histoire c'est pas vraiment moi, mais la narratrice pourrait être moi. J'ai une tante qui est partie, moi je suis partie, ma nièce m'a posé la question, et sa petite sœur à elle lui a posé la question, mais toi pourquoi tu es partie? Et c'est un peu l'histoire de Laila Noubia, de est-ce que pour se libérer, on est obligé d'en arriver là? Est-ce que pour vivre comme on souhaite le vivre, est-ce qu'on est obligé de quitter les siens pour ne pas reproduire, ne pas être sous la domination et sous l'exploitation? Tu disais tout à l'heure que toi, la réalité, elle te fatigue parce qu'elle est ennuyeuse, etc. C'est vrai. Mais dans le travail d'historien, ce qui est important, justement, c'est de constituer un récit, de participer à écrire un récit suffisamment intelligible, en dehors de l'émotion, en dehors de la subjectivité, en dehors du pathos, qui permet de rendre en fait... qui permet de rendre les choses audibles. Le mythe, chez un historien, c'est une matière de travail. C'est pas un récit. Le mythe, la légende, ce sont des productions de l'humanité qui ont permis à un moment donné de rendre le monde intelligible. Sans ça, sinon, c'est pas possible. Et pour l'historien, c'est une matière de travail. Et l'historien est toujours très très soucieux en fait de l'imposture, des récits brouillés, des reconstitutions historiques qui servent le présent, qui servent les attentes du présent. Et on le sait bien, on est voilà. L'histoire peut être très dangereuse quand elle est entre les mains de tyrans, de dictateurs, quand on veut refaire l'histoire, quand on veut faire un roman national, quand on veut dire à quel point on est extraordinaire, que les autres sont pas bien. C'est un grand classique. Donc ça, c'est ce qui permet à l'historien, c'est une des grandes préoccupations de l'historien, c'est-à-dire de faire en sorte que la réalité sur laquelle la période sur laquelle on travaille, de restituer des réalités qui sont les moins fausses, les plus justes, ça c'est une autre histoire, mais qui sont les moins fausses. Parce que sinon, les récits sont toujours susceptibles d'être transformés, d'être retravaillés au service de tout et n'importe quoi. On est très loin de la création, on est très loin de la fiction, on est très loin d'un certain nombre de choses. Mais moi qui fais beaucoup d'histoire sociale, on a des méthodes de travail qui fait. Sur ce que tu disais de Laila Noubia et qui a été obligée d'épouser son beau-frère, c'est un grand classique ça dans les familles en fait. Quand on a un époux qui est mort et avec lequel on a eu des enfants, et pour que les enfants ne soient pas dispersés, ne partent pas ailleurs, il faut qu'ils restent dans le clan familial. Eh bien, la veuve, on va faire en sorte qu'elle épouse un des fils de la maison qui est resté célibataire ou qui lui-même est veuf aussi. Voilà. Ou même marié. Ou même marié aussi, en seconde épouse. Et alors, moi qui ai toujours vu ça
et c'est là, quand on fait de l'histoire sociale, c'est intéressant parce que j'ai toujours vu ça, effectivement, d'un point de vue de femme, en se disant, ben voilà, encore une fois, et d'un point de vue de femmes qui sont sous l'autorité du groupe et auquel sous cette autorité à laquelle elles ne peuvent pas effectivement échapper, et comme une contrainte très forte. Et curieusement, je me souviens où j'ai voulu et je me suis interrogée sur le ressenti de l'homme. Voilà. Je me souviens, j'avais fait parler pas mal d'hommes de ma famille et où on m'a raconté une histoire assez terrible, justement, où le frère aîné est décédé. Il avait 8 gosses, 8 enfants avec son épouse, qui avait un milieu de quarantaine, mais un milieu de quarantaine très usé, très abîmé. Lui était très jeune, en fait. Le petit dernier qui est resté, les autres, ils étaient tous mariés et ne voulaient pas d'une seconde épouse, avec eux-mêmes leurs enfants. Et l'imposition, l'autorité paternelle du patriarche qui a dit « tu épouseras la femme de ton frère ». Et ça a été un drame épouvantable, en fait, parce que voilà, il ne s'attendait pas à être aussi responsable d'une famille de 8 enfants. Et je trouvais que c'était intéressant de changer la perspective, parce que pour le coup, le patriarcat, il est très dur, mais pour les femmes comme pour les hommes aussi. C'est quelque chose, moi, que j'ai appris en faisant de l'histoire sociale. Et le coup, par exemple, du mariage arrangé, du mariage complètement imposé, etc., ben on s'aperçoit que quand on se met du point de vue des hommes, c'est aussi très dur, parce qu'on ne leur demande pas leur avis. Et que, en fait, et là c'est aussi intéressant, que en fait, les douleurs et les violences du patriarcat, elles sont souvent exprimées par les femmes, parce qu'elles sont dans une espèce d'entre-soi où elles sont aussi, d'une certaine façon, réconfortées dans la douleur. On n'a pas de chance, on est vraiment, puis nous les femmes, voilà, on est dans cette espèce de position, effectivement, où notre périmètre d'action, il est très, très, très limité, et en fait, on subit plutôt qu'on agit, en fait. Et en fait, quand on change la perspective, on passe à la question aux hommes, et ben, c'est que ce patriarcat est aussi dur aussi pour les hommes, parce que, et d'autant plus dur que pour les hommes, que comme ils sont astreints à une certaine forme de neutralité, de force, etc., ils n'ont même pas le droit d'exprimer le fait qu'ils souffrent de ce genre de choses. Donc je trouvais ça intéressant, quand on fait de l'histoire sociale sur des sociétés comme ça, patriarcales, de faire entendre l'autre écho permet aussi de saisir en fait ces dominations qui sont des dominations politiques. Le patriarcat, c'est une domination politique. D'ailleurs, c'est pas un hasard que très souvent les sociétés patriarcales accouchent d'États autoritaires aussi. C'est parce qu'elles ont le travail n'a pas été encore fait, le travail de modernité. C'est pour ça qu'aujourd'hui ces sociétés elles bougent dans tous les sens, parce que les femmes, elles sont 70% des femmes. 70% des étudiants dans les universités maghrébines sont des femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les sociétés très contemporaines d'aujourd'hui, ce sont les femmes qui détiennent le capital du savoir et des parcours diplômants. Et ça fait bouger complètement la ligne. En Iran aussi. Et en Iran, mais dans toute la rive sud de la Méditerranée, ça c'est vraiment un phénomène vraiment commun. Et là aussi, comment ça fait bouger les lignes, par exemple, juste sur le marché matrimonial. C'est-à-dire que les femmes qui sont diplômées aujourd'hui, elles ne trouvent pas d'hommes, parce que les hommes diplômés n'épousent pas de femmes diplômées. Ben ça, c'est l'héritage du patriarcat. Donc, elles dérogent, en fait. Elles font des mariages de dérogeance sociale, parce qu'elles épousent des hommes qui ne sont pas du tout de leur niveau. En fait, on est dans des reconfigurations familiales, sociales, qui sont extrêmement fortes, extrêmement subtiles aussi dans leur impact. Parce qu'il ne s'agit pas d'arriver à la tronçonneuse et d'essayer d'expliquer des choses comme ça. Et là, c'est vraiment des mouvements de fond, des dynamiques de fond, des forces motrices très, très, très puissantes qui reconfigurent complètement les positionnements des uns et des autres. Et où on retrouve ces paradoxes terribles qu'on constate tout le temps, toi et moi,
une hyper-modernité sur plein de choses, un hyper-conservatisme dans les discours et dans les pratiques, parce que les choses, elles ne s'ajustent pas encore, quoi. Et ça bouge en fait comme des plaques tectoniques. Et à les étudier de cette façon-là, moi je trouve, ça permet de mieux comprendre ce qui s'y joue en fait, ce qui se passe réellement. Et c'est pas un hasard, moi je dis que les conservatismes religieux les plus rétrogrades, les plus archaïques, se lovent complètement dans les patriarcats, dans les sociétés patriarcales, parce que c'est un autoritarisme sur un autre, forcément. Voilà. Oui, justement, cette histoire de... Je ne l'ai pas inventée, c'est que dans l'enfance, dans la famille, j'avais vu comme ça une histoire d'un homme qui était mort dans un accident, et comment son frère a été obligé d'assumer la femme et les 4 enfants, alors que lui était amoureux d'une femme. Voilà, il était amoureux d'une femme. En Algérie, dans ces cas-là, les hommes peuvent quand même en avoir 4. Donc il peut être amoureux tant qu'il veut. Ça coûte trop cher maintenant. Et là aussi, il y a des reconfigurations. Parce qu'il y a des choses incroyables où des femmes diplômées, complètement autonomes, qui ont leur boulot, qui ont leur maison, etc., qui n'ont pas pris le temps, en fait, de constituer une famille, ou pendant qu'elles étaient plus jeunes et qu'à un moment donné, le temps les rattrape, et que finalement, dans le marché matrimonial, il n'y a pas 10 000 possibilités, et qu'il y a une possibilité d'épouser un homme en deuxième épouse. Et là, on a des configurations très intéressantes aussi. D'un point de vue masculin, moi j'ai étudié ça de très près, c'est que pour un homme, notamment qui a eu une première épouse qui a été imposée, qui est une femme plutôt traditionnelle avec laquelle il a fait des enfants, mais surtout, alors s'il est d'un milieu un peu plus, enfin, d'un niveau social ou un peu plus moderne, alors avec cette femme conservatrice, traditionnelle, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas boire un verre de vin, il ne peut pas aller au cinéma, etc. Et qu'avec la deuxième épouse, c'est tout à fait autre chose. Et là, en fait, cette règle qui est celle de pouvoir épouser 2, 3, 4 femmes, qu'on peut lire d'un point de vue... on peut avoir une lecture vraiment sociologique où on se dit que c'est vraiment une pratique liée à des temps rétrogrades et très anciens, se modernise complètement à la lumière de réalités très très contemporaines, où la femme qui l'épouse en seconde noces accepte volontiers de l'épouser en seconde noces parce qu'elle a un statut d'épouse où elle peut voyager, elle peut sortir avec lui, elle peut faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire toute seule quand elle est dans un espace public. Et là, pour le coup, même ces règles complètement archaïques, là aussi, elles sont... Et c'est assez déstabilisant. Quand vous voyez une femme qui est magistrate, qui est complètement autonome, qui a fait ce qu'elle a voulu de sa vie, etc., accepter d'être la seconde épouse d'un type, je dis... Et en fait, quand on écoute les protagonistes de l'affaire, c'est juste un arrangement d'une règle et au service de l'un et de l'autre. C'est assez intéressant, ça aussi. Et on voit, c'est une réalité tout autre. Là aussi, quand on parle de feuilletage de la réalité, on tourne la page, on accède à autre chose, là, en fait. Le sens qu'on y injecte, finalement. Ça, c'est... Alors, on n'était pas dans... Les sociétés maghrébines ne sont pas des sociétés où l'infanticide... Voilà, l'infanticide féminin, à des moments particuliers, oui, a existé. Mais la question que vous posez, elle est tout à fait pertinente pour la société indienne, par exemple, où l'infanticide se fait de façon très moderne maintenant, par avortement. C'est-à-dire, on fait l'échographie, top, on s'aperçoit que c'est un fœtus féminin, on élimine. Donc, on n'arrive même pas à l'infanticide, parce que les moyens techniques de la modernité nous permettent de faire ça. Et on se retrouve effectivement dans des sociétés où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, on a cette réalité statistique, qui ne règle absolument pas le problème, de toute façon, parce que la violence envers les femmes, elle est toujours aussi forte, même si aujourd'hui on a des politiques publiques un peu générales qui luttent contre ça, mais on n'y est pas, réellement. C'est vrai que la société indienne, là aussi, elle
le constat que l'on fait est quand même entre cette ultra-modernité extrêmement agressive qu'on peut retrouver dans les grandes villes d'Inde et puis des pratiques qui sont complètement archaïques et d'un autre âge. Ouais. Et où les hommes continuent à avoir beaucoup plus d'exigences à l'égard des femmes qui sont beaucoup moins nombreuses. Parce qu'en fait, c'est les femmes qui pourraient avoir des exigences plus grandes puisqu'elles ont plus de choix finalement, logiquement. Et ça, c'est le poids des traditions. Hein. Les héritages de ces sociétés-là patriarcales sont des héritages qui sont très très lourds et très difficiles à s'en défaire. Il faut des générations et des générations pour s'en défaire, alliés aussi à la volonté d'une puissance publique, politique, qui permette justement d'accélérer la transformation et le changement. Comme ça, c'est compliqué. Ça, bien entendu. Oui, oui. Il y a des sociétés où c'est encore plus compliqué. On peut avoir des pouvoirs politiques autoritaires et des pouvoirs religieux encore beaucoup plus autoritaires qui sont aussi des forces très puissantes dans la société. Alors en Tunisie, c'est totalement interdit parce que la Tunisie est le seul pays du monde musulman en fait. D'abord le premier pays du monde musulman à l'indépendance en 1956 a instauré l'égalité de fait entre hommes et femmes. Donc on a une égalité juridique entre hommes et femmes qui a été mise en place par le leader Habib Bourguiba en 1956 et Habib Bourguiba qui se targuait d'être un grand féministe, à mon avis c'était aussi un peu idéologique aussi de sa part, a instauré donc le code du statut personnel où il permettait aux femmes de demander le divorce, de ne pas être répudiées, etc. Et les femmes tunisiennes ont été les premières femmes à avoir le droit d'avorter en 58, donc bien avant la France en 74. C'est pour vous dire, c'est un pays qui a été un peu à l'avant-poste de beaucoup de transformations et d'émancipation féminine. Et si je reste moi au Maghreb, après on a la Turquie qui a imposé l'égalité entre hommes et femmes. Et puis, le seul pays du Maghreb aussi à l'avoir fait, donc on a 3 pays dans le monde, musulmans, il n'y en a pas beaucoup, qui ont instauré l'égalité entre hommes et femmes. C'est le Maroc avec la Moudawana en 2004, qui a instauré l'égalité. Et là, c'est le roi du Maroc en tant que commandeur des croyants. Bon, il y a la société civile qui a beaucoup travaillé ces questions-là et qui, lui, est venu arbitrer contre les conservateurs marocains qui ne voulaient absolument pas de ça. Non. En fait, ce que je veux dire sur la question des hommes, des mariages, c'est que ça coûte très cher aujourd'hui. C'est fini. Je veux dire, avant, on avait la possibilité. Et de ce qu'on y injecte comme modernité aussi, quand un homme prend une deuxième épouse, il fait le choix en prenant une femme qui est déjà autonome, qui a déjà un appartement, sa voiture, etc. Il n'est pas question qu'il la nourrisse. Hein. Mais il y a ça aussi, il y a cette dimension économique et logistique qui est extrêmement importante. C'est là où ces sociétés sont très travaillées par la modernité. Après, il y a d'autres sociétés, effectivement, où malheureusement, la question justement de la polygamie ne se fait absolument pas du tout en ces termes-là, et en des termes qui sont parfois beaucoup plus dramatiques, en fait, dans la surpuissance masculine. Hein. Voilà, ça c'est... Mais au Maroc, maintenant, la polygamie, et en Algérie aussi d'ailleurs, la polygamie est soumise en fait à l'autorité et à l'accord donné par le magistrat. C'est-à-dire il faut l'accord de la première épouse. C'est-à-dire le type, il ne peut pas la lui faire à l'envers, genre je marie ailleurs et je te ramène la deuxième épouse à la maison, c'est plus possible ça, vraiment. Ça peut se faire dans certains endroits qui échappent un peu à la norme juridique, donc un peu aux confins, un peu isolés, mais là aussi le droit positif intègre en fait le droit de charirik, le droit de la charia, où on met des balises et on met des limites. Donc le type, d'abord, il faut qu'il prouve qu'il est capable de nourrir une deuxième famille, que la première épouse soit d'accord, donc donne son accord, et si le magistrat a un doute, etc., il peut très bien s'opposer, et d'ailleurs, il y en a très très peu. Le Maghreb, c'est pas un pays où on a une polygamie qui est très très importante. Très peu, véritablement. On en retrouve, elle est un peu réactivée justement par ces femmes qui arrivent à la quarantaine. Moi, je l'ai vu vraiment avec des étudiantes que j'ai eues. Il n'y a pas longtemps, j'ai une étudiante qui m'a dit « je me suis mariée ». Mais j'ai accepté d'être la deuxième épouse. Je dis, quand même, elle a un doctorat d'anthropologie. Ça.
d'une ville de province du sud algérien. J'ai quand même, elle me dit oui, mais bon, voilà. Et c'était très intéressant parce qu'elle m'a raconté que son mari, surtout, ne voulait pas que quand il y a eu le cortège de la mariée, de faire pimpon, parce qu'il avait honte par rapport à son fils qui avait 26 ans quand même. Voilà, on ne va pas se donner en spectacle. En fait, toute une série de choses comme ça. Mais c'est la réalité de la vie, hein, la réalité des sociétés, comme je vous dis, qui sont travaillées en tradition et modernité très, très profondes. Et les tensions, parfois, elles sont rudes, elles sont... C'est possible, complètement. Bah oui, là pour le coup, on rentre effectivement quand on fait ce type, cette approche-là. Mais après, oui, excuse-moi. Oui, l'épouse peut être effectivement contrainte à dire oui, hein, bien entendu, bien sûr. Mais après, on connaît, c'est complexe. Hein. Moi, je connais des femmes qui quasiment ont cherché une deuxième épouse pour leur homme, parce que c'était aussi une façon de se débarrasser de lui. Non, mais c'est vrai, hein, c'est horrible, mais c'est une réalité. Normal, et l'homme lui garantit: tu es la mère de mes aînés. Voilà. Moi, j'ai connu, c'était la meilleure amie de ma mère à Alger, centre-ville. La meilleure amie de ma mère était la seconde épouse. Et elles connaissaient et elles se respectaient. Et elles avaient presque de la sympathie entre elles parce que la première était beaucoup plus âgée qu'elle. Et que la première avait eu 2 enfants. Et que, soi-disant, son mari voulait un peu plus d'enfants parce qu'il avait les moyens. Parce que quand on a les moyens, certains hommes, quand ils ont les moyens, il faut que ça se voit, hein, parce que en montrant qu'il peut se payer une autre femme, mais aussi se payer des enfants, etc. Et donc, dans le cas de ces 2 familles, c'est la deuxième épouse travaillait, ce n'était absolument pas le cas de la première. Et souvent, en fait, les 3 ou 4 enfants, je ne sais plus combien elle en a eu, 3, les 3 enfants qu'elle a eus ont quasiment été élevés par la première femme, qui n'habitait absolument pas dans le même quartier d'Alger, donc il fallait prendre la voiture et tout, mais ça lui allait, et la première épouse les adorait, ce qui fait que eux adoraient l'épouse de leur père, et pour eux, c'était comme une grand-mère. Donc c'est très complexe, ces situations-là. Et moi, j'ai jamais entendu, par exemple, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas rencontrée, cette première épouse, mais on n'est pas dans la configuration des jalousies et tout, il a envie d'avoir une femme, comme ça, il va me foutre la paix à moi. Et effectivement, il va plutôt vivre avec sa seconde épouse, qui lui correspond plus, ou que la première, c'est sa mère qui lui a choisi, ou X, Y, Z, des traditions, ou des... mais il y a plein de cas de figure de ce qui se passe dans ces histoires de remariage, de deuxième famille, où en fait on ne comprend plus où sont les limites entre les enfants, parce que les enfants, des fois ils vivent dans la même grande maison où il y a un jardin au milieu qui sépare, et en fait les enfants vont chez l'une et chez l'autre, ils mangent chez l'une, ils dorment chez l'autre, etc. Et pour eux, ces enfants-là, il n'y a aucun problème que le père ait 2 femmes. Parce que ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est comme s'ils avaient encore plus 2 lieux. S'il y en a une qui est moins disponible pour la tendresse ou pour l'affection ou pour faire les gâteaux, l'autre peut-être le fait. Et c'est comme ça que moi, parce que j'étais copine, j'étais amie avec la fille de cette femme, et elle adorait la première femme de son père. Et elle me disait des fois, non mais je la préfère à ma mère. Ma mère, c'était l'adolescence, mais quelle conne. Mais l'autre, elle est très gentille, elle est douce. Voilà, bon, c'était en pleine... Mais quand elle avait des soucis, elle allait... et elle était très, très proche aussi de sa grande sœur. Et c'était, voilà, c'est des configurations familiales. Je ne défends pas du tout le... Non, pas du tout. Mais c'est important d'apporter cette lecture de nuance, en fait, parce que la polygamie, elle couvre, on peut le voir comme l'expression la plus paroxysmique, en fait, de la surpuissance masculine ou du patriarcat. Mais en fait, quand on regarde parfois les effets de réalité, il y a un spectre très très large. On voit très bien aussi quand la première épouse ne peut pas avoir d'enfants, très souvent elle n'est pas répudiée. En fait, c'est elle qui choisit la deuxième épouse pour qu'elle puisse avoir des enfants et qu'elle élève d'ailleurs les enfants de la seconde épouse. Ça, c'est des choses. Mais c'est ça qui fait que le lien aussi se maintient. Voilà, qu'il ne soit pas trop brutalisé non plus.
Il y a quand même, Karima, j'attire ton attention, je ne te la prends pas, mais il y a aussi il y a quelque chose qui concerne l'Algérie, c'est la question de la répudiation. Oui, bien sûr. Parce que la répudiation, ça c'est vraiment, c'est the problème. L'homme a le droit de répudier son épouse. Voilà, un homme peut répudier son épouse et c'est très simple. Donc il n'a pas besoin d'un avocat, d'un acte de justice, enfin sûrement après, mais il a tout à fait le droit. Mais ça vient de l'autorisation faite par la charia et qui n'a été introduite en Algérie qu'à partir de 1984, quand il y a eu le nouveau code de la famille, que les Algériennes appellent le code de l'infamie, où il y a cette histoire où un homme, et donc il y a eu beaucoup de drames, parce que bien sûr il y a eu beaucoup d'abus, et qui ont été soutenus par la justice. C'est qu'une femme peut se retrouver avec 4-5 enfants et plus à la rue, et que l'homme reste dans l'appartement. Ça a été le drame de beaucoup de familles, qu'une femme se retrouve à la rue avec ses enfants. Et le mari répudie, il dit, de toute façon c'est chez moi, et il va chercher une deuxième femme. C'est pas un deuxième mariage, c'est qu'il ne veut même plus de la première. Et ça, là, on est dans une injustice flagrante. C'est terrifiant, c'est terrible, parce qu'il y a eu beaucoup de drames. Et les féministes ont beaucoup travaillé sur ce terrain de la répudiation et de ces divorces abusifs, pour dire il faut à tout prix que ça cesse, que les hommes puissent faire ce genre c'est immoral, hein. Voilà. Oui, parce qu'on a affaire à des sociétés civiles qui sont très dynamiques, qui sur le terrain travaillent énormément sur les questions des droits de la femme, des droits de l'enfant, enfin toute une série de choses. Et on se retrouve, par exemple, moi j'ai eu une amie, quand ça se passait pas bien avec son mari, c'est elle qui a prononcé la formule « je te répudie 3 fois ». Elle l'a payé très cher parce qu'il a jamais avalé, en fait. Il lui a enlevé la garde des enfants, mais on se retrouve dans des réalités comme ça aussi. Voilà, et très souvent, en fait, quand le droit s'améliore ou se transforme, c'est souvent l'action des associations de la société civile qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Par exemple, sur la question de l'handicap, ça au Maroc, la fondation pour les handicapés en fait trisomiques, c'est une association de Rabat qui est hyper active là-dessus, qui a fait un activisme associatif de 15 ans qui a fait que il y a eu cette fondation-là qui a été mise en place par le royaume marocain. Voilà. C'est ça aussi. C'est-à-dire, on a affaire à des sociétés qui sont un peu écrasées par le poids des traditions, le poids des conservatismes, où le religieux est revenu au galop dans sa forme la plus détestable, qui est ce religieux islamiste imbécile, on va dire ça comme ça. On a ces sociétés-là, mais en même temps, depuis les indépendances, voilà, ça travaille dans tous les sens, l'université, l'école, la massification, le soin, l'éducation, en fait, toute une série de choses qui fait que, moi, pour l'historienne que je suis, c'est juste un moment du processus historique, voilà, qui fait que les choses changent, qui fait qu'il y ait des mutations et des transformations. Le décalage, il y est toujours de moins en moins, mais il y est toujours, effectivement. Il y est toujours, oui. Et évidemment, le poids des traditions est beaucoup plus important dans les campagnes ou dans les milieux populaires. Voilà. La question de l'éducation, elle est fondamentale pour ça. Et on le voit bien, dès que les femmes accèdent à l'autonomie, elles sont plus éduquées, plus diplômées que leur père, que leurs frères, que toute une série de choses. Mais le gap, l'écart, il se voit aussi. Elles peuvent être magistrats, procureurs de la République, pilotes d'avion, etc. Mais par exemple, pour pouvoir se marier, en tout cas pour l'Algérie, elles ont besoin de l'autorisation d'un homme de la famille, du père, du frère, de l'oncle, etc. Pour l'instant, le seul pays au monde, dans le monde islamique, où on n'a plus besoin de ça, c'est la Tunisie. Alors là, vraiment, là aussi, on est dans des formes de modernité très fascinantes, en fait. Il n'y a pas longtemps encore, en 2018, il y a eu l'abrogation d'une circulaire en Tunisie. La circulaire faisait en sorte que les femmes tunisiennes, quand elles devaient épouser un non-musulman, le non-musulman devait se convertir à l'islam. Et en fait, cette circulaire vient d'être
vient d'être abrogée, et la tunisienne est la femme musulmane qui peut épouser un chrétien et un musulman. C'est la seule femme musulmane dans le monde qui peut épouser un non musulman sans lui demander cette espèce de truc ridicule de conversion. D'ailleurs, une conversion qui est toujours un peu faite. Le type, il y va, il dit ok, je veux m'appeler Abdallah, mais en fait, voilà, il dit pareil, c'est rien du tout, mais juste histoire de régler le problème, etc. Donc, ce qui est quand même aussi cette imposition de la conversion est une violence pour moi, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, vous voyez bien, on est dans des sociétés où les choses sont très contrastées, où on a le pire et le meilleur, où les contradictions coexistent, les paradoxes cohabitent. Et c'est vraiment l'expression là de ce jeu de tension entre tradition et modernité, clairement. Pardon ? Oui, le divorce. Mais le divorce est un droit donné par l'islam, par le droit musulman, très tôt, voilà, qui a permis aux femmes musulmanes de pouvoir demander le divorce pour des raisons très précises, clairement. Et la femme peut demander le divorce, elle, pour des raisons qui sont dans la nomenclatura du droit islamique. Voilà, le type, il assure pas, par exemple, économiquement, même sexuellement, je veux dire, s'il n'a pas de relation sexuelle avec elle, donc il ne peut pas lui faire des enfants, etc. C'est un argument, un droit absolu pour demander le divorce, oui. Oui, le droit islamique peut être extrêmement moderne sur certaines choses, il faut le savoir. On n'en voit que les aspects les plus rétrogrades. Non, moi je crois que c'est un jeu à deux. Il y a des femmes qui sont très contentes d'être des femmes entretenues, rester à la maison et qu'elles puissent assurer un certain nombre de choses. Non, je pense que il peut y avoir des inégalités, mais de toute façon, c'est des choses qui sont de moins en moins courantes maintenant, véritablement. Ces sociétés se sont tellement transformées qu'il est très rare de trouver encore des femmes qui ne travaillent pas. En général, elles ont toute une activité, ou alors, justement, elles prennent un congé pour élever les enfants ou des choses comme ça, et alors on est dans des réalités qui ressemblent à des sociétés européennes, clairement. Oui. Non. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas tellement au Maroc, au Maghreb. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve au Moyen-Orient, ou même d'ailleurs dans la tradition chiite, je crois. En Iran. Oui. En Iran, oui, qui est ce mariage, le mariage de jouissance, c'est-à-dire que même on peut se marier 2 heures avec quelqu'un juste pour pouvoir avoir la relation sexuelle. Mais comme il y a eu mariage religieux, en fait, qu'il est halal, on va dire, il est légitime sur ce moment-là. Donc, c'est possible aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais là aussi, c'est une partie à deux, je veux dire. C'est pas juste l'homme qui tire son épingle du jeu en disant j'ai fait un acte pieux en ayant une relation sexuelle parce que c'est halalisé. Mais la femme aussi peut dire, voilà. Mais ça, ce sont des traditions qui échappent aussi à la régulation sexuelle qui est très violente dans ces sociétés-là, où on ne peut pas avoir cette forme de liberté sexuelle, de liberté de rencontrer les gens, etc. Et là, pour le coup, en fait, c'est juste un truc, quoi. C'est un tuyau qui permet, de dire, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai envie de prendre quelques heures de plaisir avec lui. Et bien, on peut le faire. C'est une façon de contourner la règle, la loi. C'est un CDD. C'est un CDD. Très court. Très court. Je pense que c'est bon. Oui. Voilà. À quel niveau ? Oui, l'essentiel c'est qu'on ne peut pas dépasser 4 ensemble, en même temps, oui. Le quota, il faut qu'il soit respecté en même temps, voilà. Et après, oui, on peut remettre le quota. Bon, ça se fait jamais, on est bien d'accord. Si, bien sûr. Si, oui, mais là, il y a toute une législation derrière, bien entendu. On parle des pratiques, oui. On parle des abus. Oui. On parle des abus et des pratiques. C'est-à-dire qu'il y a un droit
Et ce droit-là, on peut lui faire n'importe quoi. Il suffit, même aujourd'hui, par exemple en Algérie, quand il y a un divorce et l'homme doit absolument, l'ex-mari, verser un minimum à son ex-épouse. Donc le minimum, il le verse, même s'il est très très riche, ou qu'il a vraiment les moyens. Donc il donnera le minimum parce que c'est ce à quoi il est tenu. Et il doit assurer un toit à sa femme, son ex-femme, et donc il peut assurer un toit à sa femme, mais il peut aller chercher une chambre de bonne, absolument dégoûtante, dégueulasse, etc. Il suffit d'apporter le contrat de bail au juge, il dit, ben voilà, moi j'ai assuré ce que j'avais assuré. Après, effectivement, je veux dire, c'est comme partout, et c'est pour ça faire de l'anthropologie du droit est passionnante, parce que ce qui permet de savoir ce que le droit fait aux sociétés, ou ce que les acteurs en question font du droit. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait la réalité en fait des sociétés-là. Il peut être tenu, il peut être tenu, effectivement, il peut être tenu à un certain nombre de choses, effectivement, parce que le droit du divorce est un droit, voilà, qui est aussi le droit. La répudiation est un acte complètement arbitraire, en fait, qui peut ne pas, d'ailleurs, se transformer en divorce juridique, c'est-à-dire écrit. Il peut lui dire « je ne veux plus te voir », voilà. Donc ça, c'est ça la répudiation, voilà. Il peut se conclure effectivement par un acte de justice, de divorce. Et c'est un arbitraire total, voilà. C'est vraiment un arbitraire. Voilà. Il suffit que, pour n'importe quelle raison, il lui dit ben, « je ne veux plus te voir et je te répudie et je ne peux... » Ça, c'est... Et on a eu des femmes répudiées qui sont restées répudiées comme ça, suspendues, sans un acte juridique qui prononce en fait le divorce. C'est ça aussi la répudiation, la différence avec le divorce. Ben, là, moi aussi, je dois rester sur des droits, les droits de la famille dans les pays du Maghreb. C'est des droits qui sont très positifs, en fait. Enfin, de droits positifs, hein, c'est-à-dire que on a un vrai... Il y a des obligations paternelles, voilà. Alors, la tradition fait que, des fois, elle prend le pas sur l'injonction judiciaire, parce qu'on est dans des sociétés patriarcales où c'est les femmes qui s'occupent des enfants traditionnellement et que le type, voilà, de temps en temps, il peut les voir. C'est plus le poids des traditions que la question du droit appliqué dans sa totalité. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, à ce jeu de tension entre tradition et modernité. Alors, juste pour détendre un peu, oui, avec un sourire, quand je vivais en Tunisie dans les années 90, donc j'ai une amie juge, et elle me raconte, elle me dit, il faut que je te raconte une histoire, parce que ça l'avait bien amusée. Elle dit, c'était l'époque où elle ne travaillait pas à Tunis, donc elle travaillait plutôt dans la ruralité, donc du côté du Kef, à la frontière algérienne, de tuniso-algérienne. Et elle me dit, on reçoit une femme paysanne, et voilà, et on ne comprenait pas ce qu'elle voulait par rapport dans son affaire avec son homme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Son homme a foutu, voilà, il est parti. Il l'a laissé se débrouiller avec les enfants. Et avec le droit tunisien, c'est un peu compliqué de faire ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement le droit, c'est pas seulement une histoire de droit. C'est qu'il y a des pratiques policières qui font que on va obliger l'homme, on va le retrouver, etc. Et on le met en prison s'il la frappe. C'est surtout des choses comme ça. C'est comment le droit est appliqué. C'est l'application du droit. Et en Tunisie, elle est généralement assez bien appliquée depuis. Bon, il y a déjà une histoire avec ça, de 40, 50 ans, depuis l'époque, oui, depuis l'indépendance, depuis Bourguiba. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet homme, à un certain moment, est arrêté, et donc, il devait rembourser, je ne sais pas combien de mois, de ce qu'il n'avait pas, de son dû par rapport à sa femme, puisqu'elle ne travaillait pas, et ses enfants.
Et donc, ben, le petit malin est revenu à la maison. Et donc, c'était, je reviens, mais s'il te plaît, tu dis que tu pardonnes. Comme ça, on efface la dette. Et donc, elle était contente qu'il revienne. Et en revanche, elle voulait un peu avoir une main sur lui. Et donc, elle le dit dans son parler, voilà, de cette ruralité-là, de cet accent-là. Et elle le dit comme ça parce que les juges ne comprenaient pas. Ils les voyaient tous les deux, mais vous vous êtes remis ensemble. Mais vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Ils ne comprenaient pas ce qu'elle voulait. Et elle ne savait pas s'exprimer. Et à un certain moment, ils lui disent, bon, madame, il faut que maintenant nous sachions. Qu'est-ce qu'on fait de ce dossier? Elle leur dit, je veux que ce dossier reste ouvert. Parce que c'était comme ça qu'elle le tenait. Donc, tu ne rembourses pas, mais le dossier va rester ouvert. Comme ça, si tu repars, moi, je vais de nouveau demander à recevoir l'argent que tu dois à l'État, que tu me dois à moi. Donc, dossier, je veux que ce dossier reste ouvert. Donc, ni je pardonne, ni il paye, mais le dossier va rester ouvert. Et donc, ça, c'est de comprendre ces tensions, comment les femmes... C'est un clin d'œil parce que moi, en vivant en Tunisie, j'ai été impressionnée par les différences sociales de comment les femmes se comportent, y compris en public ou de manière générale quand on les voit vis-à-vis des hommes. Très différent de la société qui est voisine, qui est juste à côté. C'est un même pays. Les frontières sont des frontières coloniales. Donc, je vois comment les femmes sont sûres d'elles-mêmes parce qu'elles savent qu'elles peuvent compter sur le droit. Et le droit, c'est aussi une application. C'est comment le droit est appliqué. En cas de violence, en cas d'abandon de famille, etc. Les femmes, elles se le disent entre elles. Elles ne connaissent pas la loi, mais elles se le disent entre elles. Donc il y a une culture sociale qui fait que les femmes savent qu'elles peuvent compter sur l'application d'un droit qui leur est favorable. Et donc elles savent comment elles peuvent se défendre de manière générale. Et dans toute société qui est soumise à une autorité forte, pour s'en sortir, qu'on soit homme ou femme, c'est la stratégie en permanence. Et les stratégies des femmes dans des statuts qui sont des statuts contraints, elles sont très très nombreuses, heureusement. C'est juste pour faire un petit clin d'œil au début de ta présentation sur cette femme qui décide de se rebeller contre sa belle-mère. Je garde ma fille, je lui donne le lait qui est destiné à son frère et on va voir ce qui va arriver, heureusement. L'histoire des femmes a toujours fonctionné comme ça, en fait. Quand si ça vous intéresse, il faut vraiment... depuis les années 70, le renouvellement, justement, des récits historiques par l'approche genrée, l'histoire des femmes a ouvert des fenêtres incroyables de compréhension, en fait, sur les réalités passées, sur les sociétés. Et cette histoire, moi, de stratégie d'action, c'est toujours aussi très fascinant. Enfin, on n'a qu'à voir. C'est pas parce que ces femmes, elles appartiennent au passé, elles appartiennent aussi à notre présent, heureusement. Mmh. Bien sûr qu'il y a eu un problème. Écoutez, tout récemment, dans cette exposition que j'ai organisée, on a fait une commande à une documentariste d'un film, d'un petit documentaire sur des adolescents de 13-14 ans à Sarcelles, dans un collège public et puis une école privée juive. Et un très joli documentaire. Et quand on a voulu faire la projection de ce documentaire, à l'école juive, ils ont refusé parce que ils ne voulaient pas que les filles et les garçons se mélangent à ce moment-là de la projection. Alors c'est drôle parce que on tombe sur les musulmans et sur l'islam en disant mais toute société, toute religion est par nature, dans sa matrice même, est sexiste, on va dire. Voilà. Il y a vraiment quelque chose, le rapport aux femmes a toujours été un rapport très très compliqué. Et c'est la modernité, c'est la transformation, c'est l'évolution des sociétés qui fait qu'à un moment donné, cette matrice, on l'oublie un peu, on l'a complètement oubliée pour l'Église, par exemple, catholique. Je veux dire, Dieu sait que
Voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui revient. Donc, cette question-là, ça m'a vraiment frappée parce que je me suis dit, tiens, aujourd'hui, dans une école privée juive à Sarcelles, je veux dire, le collège d'à côté public, alors on n'a pas pu faire d'entretien dans une école musulmane parce qu'il y en a très très peu. Il y en a vraiment très peu. Mais là, pour le coup, on s'est dit, c'est un cas d'école. Voilà, mais là, ils n'ont pas voulu que les petites et les petits se rencontrent à un moment donné juste pour qu'on fasse la diffusion. Donc, voilà. Donc oui, évidemment, toutes les dans la dimension très orthodoxe du judaïsme, bien évidemment, voilà, les femmes elles sont couvertes, elles portent des perruques, il ne faut pas qu'elles montent leurs cheveux, voilà, elles sont astreintes à faire des enfants là, parce que c'est la politique, oui, ou rasées, c'est la politique du berceau, voilà, la femme réduite à sa capacité de reproduction, bon, voilà, ça c'est aussi un grand classique dans les religions monothéistes, c'est pas, ou pas que monothéistes d'ailleurs, parce que si on va dans l'hindouisme ou ailleurs, on retrouve la même chose. En Israël, il faut savoir que le mariage est quelque chose de purement religieux. C'est-à-dire que c'est absolument rabbinique. Oui, absolument. Et si l'homme ne veut pas, ça ne marche pas. Je crois que si la femme, elle ne veut pas non plus, parce que là, il y a quelque chose aussi dans le droit rabbinique qui est extrêmement élaboré par rapport à ça. Si. Oui. Oui, une trilogie. C'est toute la trilogie qui est intéressante. Voilà. C'est la comédienne française d'ailleurs qui est morte il n'y a pas longtemps. Ah, oui, c'est ça. Il y a ce qui se donne à voir et ce qui se fait en fait. Et ce qui se fait, on ne le voit pas souvent en fait. Il faut vraiment prendre sa petite loupe ou mettre le zoom qui permet d'accéder à ce qu'on appelait tout à l'heure cette intimité de la réalité qui est celle de la stratégie. Si. Ça, c'est les effets de la modernité. Oui, bien sûr. Voilà. Après, c'est un peu compliqué, parce que il faut que la fille porte une alliance, il faut qu'on fasse semblant d'eux, et puis on ne peut pas louer un appartement à deux si on n'a pas le livret de famille. Enfin bon, là aussi, c'est toutes les stratégies d'action. Là-haut, c'est des circonvolutions et des grands écarts incroyables. Mais heureusement, c'est possible. Sur la ruse des femmes, je ne sais pas ce que j'ai... Écoutez, laissez-moi réfléchir. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous concocter une petite liste. Et puis, vous avez, j'imagine, il y a une mail list, une mail list de l'Université populaire et qu'on pourra vous adresser bien volontiers. Oui, je le ferai avec plaisir. Je crois que c'est bon. Oui. Merci mille fois. Merci à vous.